C'est ici, place de la Bastille, que les insurgés parisiens ont pris d'assaut la célèbre prison royale. Cet événement est à l'origine de la fête nationale française. C'était le 14 juillet 1789. De nombreux lieux à Paris évoquent 1789 et la Révolution. La cour du Palais Royal. C'est ici que le 12 juillet, le jeune avocat Camille Desmoulins appelle le peuple à prendre les armes. Le même jour, les troupes du roi Louis XVI, basées au Champ de Mars, chargent la foule, rassemblée place de la Concorde, appelée alors place Louis XV. Mais plus qu'ailleurs, la place de la Bastille porte les traces du célèbre 14 juillet. L'empreinte de la prison est marquée au sol. Au-dessus de ces pavés s'édifiait une forteresse de presque 30 mètres de haut, 66 mètres de long, avec ses 8 tours et ses grands fossés. Ici, on voit une des tours de la Bastille, et à cet endroit se trouvait le pont-levis qui commandait l'accès de l'avant-cour directement dans la forteresse elle-même. Quand on est aujourd'hui place de la Bastille, qu'est-ce qui reste qui puisse nous évoquer la reddition de la Bastille? Il y a cette très belle maison Louis XVI, construite peu d'années avant l'attaque de la forteresse. Elle est aujourd'hui d'ailleurs protégée par les monuments historiques. Et de ces fenêtres, on peut imaginer les bourgeois qui l'ont fait construire, assistant médusés à la prise de cette forteresse qui était réputée imprenable. Les habitants actuels de cette maison ont devant eux une toute autre vue. Une place très animée dominée par le génie de la liberté. Retour vers le passé. En 1789, il n'y avait pas les tours modernes, ni la tour Eiffel. Bien sûr, les voitures n'existaient pas. Et les arbres n'étaient pas là. Les immeubles du 19e siècle n'étaient pas construits, les grands boulevards non plus. Pas plus que la colonne érigée après la Révolution de 1830. En revanche, la célèbre forteresse de la Bastille marquait la limite est de Paris. Au musée Carnavalet, une maquette reproduit la Bastille. Elle a été taillée dans une pierre de cette forteresse, où le roi enfermait qui bon lui semblait, sans aucun jugement. La Bastille représentait alors le symbole de la tyrannie. À la Bastille, il y avait différentes conditions d'emprisonnement. D'abord, il y avait, selon les niveaux de fortune, des gens qui pouvaient amener leurs meubles, qui pouvaient recevoir des invités, qui pouvaient se promener librement dans les cours de la Bastille, voire même pour certains sur les plateformes en haut des tours, prendre le bon air. Et puis, il y avait ceux d'une condition plus modeste qui pouvaient avoir des cachots moins bien situés dans la prison, car il y avait de très belles cellules et puis d'autres moins agréables évidemment. Il y avait également des gens qui avaient le droit de sortir dans la journée avec l'engagement moral promis que le soir ils rentreraient sagement se coucher à la prison. Alors la Bastille a une mauvaise réputation à cause de deux personnages, Linguet, qui était un avocat, et Latude. C'était deux prisonniers qui s'étaient trouvés là dans des conditions assez rocambolesques. Et alors ce Latude, il a passé des années à la Bastille à s'échapper, à être repris, et il a écrit en sortant des mémoires qui ont eu un succès colossal dans le public. Et évidemment, il a flatté l'imagination populaire. Et ça a créé une légende noire de la Bastille, mais comme toutes les légendes noires, elle a fini par être crue dure comme fer par les gens. C'est par cette rue Saint-Antoine que le 14 juillet 1789, les Parisiens venus du centre de la ville se dirigent vers la Bastille, la place forte royale, surarmée au milieu du Paris populaire. La tension est à son comble. Louis XVI semble vouloir revenir à la monarchie absolue. Le peuple se sent menacé. Le peuple de Paris en entier participe au 14 juillet, surtout une population laborieuse, des ouvriers du bois, des ébénistes, des menuisiers, etc. Il y a des ouvriers, il y a aussi des bourgeois. Une partie des manifestants vient des Invalides, où tôt le matin la foule s'est emparée de 32 000 fusils et de quelques canons.
Il s'agit de s'armer pour résister aux troupes royales qui entourent la capitale. Depuis le 5 mai, les citoyens suivent avec passion la révolte de leurs députés contre le roi à Versailles. 11h du matin, rue Saint-Antoine. Les insurgés approchent de la Bastille. Ils ont des armes, il leur faut de la poudre. Ils savent que d'importantes munitions sont stockées dans la forteresse. La légende, donc, c'est qu'ils sont arrivés, d'ailleurs on lit ça dans une lettre ou dans le journal de Camille Desmoulins, la légende serait qu'ils sont arrivés et puis hop, la bagarre a tout de suite commencé. C'est pas tout à fait ça. Ça a duré longtemps, il y a eu des négociations, il y avait le comité des électeurs de l'hôtel de ville, qui étaient des bourgeois, qui voulaient négocier parce qu'ils avaient peur aussi de ce qu'on appelait à l'époque, enfin je ris, je sais pas pourquoi je ris, le bas peuple, la canaille. Des émissaires venus de l'hôtel de ville viennent rencontrer le gouverneur de Launay, chargé de la garde de la Bastille. La foule ignore ce qui se passe à l'intérieur. On imagine que les délégués sont faits prisonniers. C'est alors que les gardes françaises arrivent. Au désespoir du gouverneur de Launay, elles rejoignent la foule des émeutiers. Ces événements ont eu une renommée internationale et continuent au XXe siècle à inspirer de nombreux cinéastes du monde entier. Et alors, on a été très déçus le jour de la prise de la Bastille, parce qu'en définitive, il n'y avait plus que 7 prisonniers, il y avait 4 faussaires, il y avait un fou et il y avait 2 autres personnes. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que les 4 faussaires, le lendemain, ont été réincarcérés. Une forteresse de cette manière n'aurait pas pu tomber si elle ne s'était pas rendue. Le gouverneur avait de quoi faire sauter en baril de poudre toute la forteresse et tout le quartier qui allait avec. Donc il y avait vraiment là une impossibilité matérielle de cette prise de la Bastille. Donc c'est bien une capitulation à la suite vraisemblablement d'une défaillance du commandement. Le gouverneur, n'ayant pas d'ordre de sa hiérarchie, ne sachant pas quoi faire devant cette attaque inopinée. Et puis il faut se rappeler aussi l'ambiance révolutionnaire du Paris de l'époque. Ça a été une journée chaude, il faisait chaud, le canon a tonné, il y a eu des morts, et puis ça s'est terminé de façon tragique. Il y a eu une centaine de morts parmi les assaillants. De Launay qui a eu la tête coupée, le prévôt des marchands de Paris qui a eu la tête coupée. Peu après commence la démolition de la forteresse par un citoyen patriote qui s'appelait Palois, qui n'avait pas oublié que la Révolution peut être synonyme de bonnes affaires et qui a été l'entrepreneur de la démolition et qui a fait une fortune sur la démolition de la Bastille, qu'il a vendue morceau par morceau, quasiment à la petite cuillère. Il l'a démontée et il a eu cette idée de faire des milliers de petites Bastilles qui commercialement représentaient quelque chose et en même temps construisaient, en même temps qu'on détruisait la pierre, construisait le mythe. Légende ou réalité, la démolition de la Bastille est vécue comme une victoire sur la tyrannie. Et le 14 juillet demeure le jour où le pouvoir royal a reculé devant l'insurrection des Parisiens. Depuis, la place de la Bastille a conservé sa force symbolique et demeure le lieu de grandes manifestations populaires.